Dans quelques heures, à New York, plus de 130 États seront réunis pour la cérémonie de signature de l'accord de Paris adopté en décembre. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du think tank Shift Project, un expert des problématiques climatiques et énergétiques. Alors, à quoi va servir cette cérémonie tout à l'heure? Consolider l'esprit de Paris, en tout cas ce qu'on a appelé l'esprit de Paris? Alors, la signature d'un accord est quelque chose qui est nécessaire quand on a conclu quelque chose dans le cadre d'une négociation internationale. Il y a un texte derrière. Le texte commence par être signé, puis ratifié derrière. Après quoi, il devient ce qu'on appelle opposable aux gens qui l'ont signé. C'est-à-dire qu'on peut leur dire, vous avez signé ça, vous devez le respecter. Même si ce n'est pas contraignant. Pardon ? Même si ce n'est pas contraignant. Alors, la question de ce qui est contraignant et pas contraignant est un long débat parce que ce que dans le langage onusien on appelle juridiquement contraignant, c'est que ça a été fait dans les formes, mais ça peut très bien dans les faits ne pas être contraignant du tout. Par exemple, au niveau du protocole de Kyoto, il y avait des gens qui avaient respecté la lettre, qui derrière n'ont pas respecté leurs engagements et il leur est strictement rien arrivé. Donc c'est voilà. Mais là, il va y avoir donc une cérémonie de signature et je dirais, c'est un peu fait dans l'esprit de ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire qu'on continue à entretenir une dynamique en conviant les chefs d'État à se déplacer et à montrer que c'est une affaire importante pour eux que de préserver le climat. Alors avec ces signatures, c'est donc un processus long, très long qui va commencer. C'est donc une cérémonie peut-être avant tout symbolique, mais en tout cas c'est extrêmement important. C'est un message très fort envoyé par le fait qu'il y ait 150 pays qui seront présents. On n'en attendait peut-être pas autant. L'accord de Paris, comme les traités qui ont précédé dans le cadre de la Convention climat, si on est un peu taquin, on pourrait dire qu'ils donnent le droit de travailler. C'est-à-dire qu'ils ne résolvent pas le problème, ils incitent les gens à s'en occuper. Ça renvoie au côté non contraignant qu'on vient d'évoquer, parce qu'encore une fois, dans les faits, vous savez qu'il n'y a qu'une seule manière de faire respecter un traité, c'est les sanctions économiques ou d'envoyer les chars et les avions. Donc pour le moment, tant qu'au titre de la Convention sur le changement climatique, on n'enverra pas les chars et les avions et on n'interdira pas aux pays de commercer, pour prendre des exemples un peu forts, les gens feront exactement ce qu'ils auront envie de faire. C'est quand même bien ça le sujet. Donc ce qui est important, c'est d'entretenir une dynamique, mais au niveau des Nations Unies, c'est difficile de faire beaucoup plus. Il y a quand même une question intéressante, à mon avis, qui est posée par l'accord de Paris, c'est que normalement, en droit, vous savez que les traités s'imposent au droit interne. C'est-à-dire quand on a signé un traité, on est supposé mettre son droit interne en conformité avec le traité. Et il y a une question, à mon avis, intéressante qui est posée par l'accord de Paris, c'est ce qui va se passer sur le droit interne de la Commission ou le droit interne d'un certain nombre de grands pays, où normalement on devrait le mettre en accord avec les engagements. Et si on respecte la lettre, encore une fois, les engagements ne sont pas mineurs. Alors, l'objectif fixé, limiter la hausse à 2 degrés d'ici la fin du siècle, voire 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Des contributions ont été annoncées. Alors que va-t-il se passer justement dans les prochains mois? C'est ce que vous disiez à l'instant. Les États doivent mettre en place leur transition énergétique. Comment ça va se passer? Alors mettre en place une transition énergétique, c'est plutôt l'affaire de 2 siècles que de quelques mois. Je veux dire, en tout cas, ils ont intérêt à commencer assez rapidement. Sinon... Parce qu'il faut changer la forme des villes, il faut changer l'appareil productif, il faut changer les métiers que les gens font. Il faut changer... Bon, bref, donc ça, il y en a, c'est l'œuvre d'une vie. Donc vous êtes assez pessimiste? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est il ne faut pas croire qu'il y a... Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde de l'instant. Donc on pense qu'on a un problème, on fait une déclaration martiale et on règle le problème. Et du reste, sur ce plateau, vous êtes bien placé pour savoir que c'est une forme assez courante de ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si je prends le parallèle, régler le problème du changement climatique, on est beaucoup plus proche de l'éducation d'un enfant, ça dure 20 ans, que de quelque chose qui va se régler en une semaine. Donc là, ce qui est important, encore une fois, c'est que ça donne une dynamique. Ça dit occupez-vous du sujet, mais ça ne fait que, entre guillemets, ça. Après, il faut renvoyer au pays le fait qu'ils comprennent que c'est leur égoïsme bien compris de s'occuper du sujet. Il se trouve que, pour donner juste un petit exemple, dans le dernier livre que j'ai produit, j'explique que les troubles en Syrie et ce qu'on a coutume d'appeler le printemps arabe, vous savez, les émeutes qui ont eu lieu en 2011, ont un déterminant énergie et climat absolument majeur. C'est-à-dire que sans le changement climatique et sans la question pétrolière, c'est pas sûr qu'on aurait eu ces troubles, ou en tout cas pas au même moment et pas de la même façon. Bon. Donc les ennuis, ils ont déjà commencé. Pas besoin d'aller les chercher en 2100, et ils ont déjà commencé. Et il faut faire comprendre au pays que de prévenir ce genre de choses, c'est leur intérêt égoïste. Voilà. Donc c'est long, ça demande beaucoup de pédagogie, et il ne suffit pas, encore une fois, d'une réunion internationale pour provoquer ce genre de choses. Par contre, ça provoque l'occasion d'en parler, comme ce matin, et ça, c'est plutôt bon. Alors, vous l'avez dit, les ennuis ont déjà commencé. Il y a même des mauvaises nouvelles qui sont tombées dernièrement. Il y a une étude américaine qui a montré que le niveau de la mer pourrait monter plus rapidement et plus vite que prévu si rien n'était fait. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage du coup entre l'urgence absolue qu'on voit tous les jours à agir et ce processus onusien qui est terriblement long? Tout ce qui est démocratique est lent.
Et l'ONU est une démocratie parmi d'autres. Alors, on le voit au niveau des démocraties occidentales, hein, les choses avancent lentement. Il y a des tas de problèmes quand on les met bien sur le papier, on comprend à peu près ce qu'il faut faire, et puis c'est pas ça qui se passe. Encore une fois, c'est lent. Et l'ONU est une démocratie. L'ONU, c'est un système remontant dans lequel vous avez un pays, une voix. Donc les îles Vanuatu ont le même poids que les États-Unis ou la Chine. Donc vous imaginez bien que ça ne va pas aller très vite. Et par ailleurs, je le répète, tant que vous n'envoyez pas les chars et les avions pour faire respecter les engagements des gens, les gens font exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, il y a un organe vraiment contraignant au sein des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. C'est le seul organe vraiment contraignant. On pourrait dire on pourrait plaider que le changement climatique devrait relever du Conseil de sécurité, probablement que les choses iraient un peu plus vite. Mais sinon, ça reste une démocratie et ça reste sur la base de l'engagement volontaire. Vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Il faut qu'il y ait au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales qui ratifient le traité, donc référendum ou par le Parlement, pour que le traité entre en vigueur. Et c'est pour ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on a mis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en 2020 et pas la semaine prochaine, le temps que tout ça se mette en place. Pour autant, est-ce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont déjà prêts à aller plus vite que l'accord de Paris ? Je pense que ce sont aussi des idées qui avaient été lancées, justement pour ne pas attendre, pour ne pas aller dans le temps. Il y a des pays qui sont bien placés, et du reste, la France en fait partie, mais en général pour des raisons qui sont historiquement non liées au climat. La France est très bien placée sur la question des émissions de gaz à effet de serre pour une raison qui n'a rien à voir avec le climat, c'est qu'elle a nucléarisé sa production électrique. Et ça fait que les émissions par Français en CO2 sont de l'ordre de 6 tonnes par an, quand nos voisins allemands, par exemple, sont plutôt proches de 10 tonnes. Bon. C'est juste une affaire ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Ça a été décidé avant, donc on en profite. Dans le même esprit, les pays scandinaves, par exemple, la Suède est raisonnablement bien placée aussi, mais elle le doit à sa géographie. Elle a plein de barrages, donc plein d'hydroélectricité et plein de nucléaire. Donc bis repetita, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le changement climatique, mais elle en bénéficie aujourd'hui. Des pays qui ont vraiment décidé de prendre le taureau par les cornes au titre du climat, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Très souvent, comme le changement climatique, c'est lointain, le climat est un co-bénéfice de choses que les pays vont faire pour d'autres raisons. Et alors, moi, je place beaucoup d'espoir dans le fait que la pollution urbaine est en train de devenir intolérable en Chine, pour que la Chine s'occupe enfin sérieusement de la question de ses centrales à charbon. Et il faut savoir que les centrales à charbon, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 20%, pardon, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est 4 fois les émissions des camions dans le monde ou 4 fois les émissions des voitures. C'est absolument massif, les centrales à charbon. Et la Chine en possède une petite moitié des centrales à charbon mondiales. La pollution urbaine va probablement faire beaucoup plus pour ce sujet-là que la crainte d'un changement climatique qui commencerait à se manifester dans 80 ans. Monsieur Jancovici, qu'est-ce qu'il faut attendre de la COP 22 qu'il doit y avoir à la fin de l'année à Marrakech ? Toujours pareil, qu'on continue à parler de la question du changement climatique, qu'on fasse comprendre que, encore une fois, si on ne s'en occupe pas, il n'y a pas d'un côté une économie qui se porte très bien, un avenir très rose, et puis on continue à se faire un peu peur dans le journal de temps en temps, mais qu'on va finir par être rattrapé par la patrouille et qu'on commence déjà à l'être. Et donc, encore une fois, de s'en occuper sérieusement est une chose qui est absolument nécessaire. Et que par ailleurs, de s'en occuper sérieusement offre un projet et un défi. Et vous voyez aussi de temps en temps passer sur ce plateau des gens qui se plaignent du fait qu'on n'a plus de projet, plus de défis et qu'on ne sait pas vraiment où on va. On pourrait marier les deux objectifs. Voilà. Et proposer aussi des solutions, puisque c'est ce qui marche beaucoup en ce moment. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, vous êtes le bienvenu pour revenir évidemment commenter cette actualité.